peccato a lungo, molto a lungo. Padre, per tutta la vita io... Père, pendant toute la vie, j'ai cherché de la laisser hors de la porte. Et maintenant, elle est ici, vivante, elle me regarde. Ma conscience, mon frère, à ce moment, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. La vie est une scène, c'est un rideau, une scène qui n'a pas de coulisses. Rien, je n'ai rien volé. Mon véritable nom est Jean Valjean. Cet homme est innocent. Tu vois ce qu'il y a? Un galérien, un bon à rien, qui s'appelle Jean Valjean. Cosette. Elle est morte. Javert. Vous avez tué cette femme, mais n'importe quoi. Je vais lui faire exploser le ventre à coups de sabot. Son vrai nom, cet homme est Jean Valjean. Je vous fais tous mes compliments, commissaire Javert. Inspecteur seulement. À partir de maintenant, vous êtes commissaire. Bienvenue dans la Révolution, Marius. Liberté. Nous allons mourir. Tu pourras effacer Jean Valjean de la mémoire du monde. Mais ils resteront dans mon esprit. C'est rare qu'un homme tombe sans être défiguré. Les misérables. Les misérables, c'est pour les misérables que nous existons, pour eux. Qui l'a écrit? Victor Hugo, tu le connais? Buongiorno a tutti, Bonjour à tous. Il s'agit aujourd'hui d'une expérience particulière. Et pour moi, c'est une très grande joie de me trouver ici avec David, parce qu'il a eu la malchance de m'avoir comme professeur d'histoire et de philosophie au lycée. Et vous voyez qu'il est encore là. Donc, je n'ai pas fait tout le mal que je pouvais faire. Nous avons en commun la passion pour ce texte que nous allons tenter de lire à travers l'expérience que nous avons faite. Moi, parce que j'ai transformé les quelques 1500 pages, plus de 1500 pages du roman, en 90 pages d'une pièce de théâtre. Et donc, j'ai transposé un roman, le contenu d'un roman, en un autre langage. Et je vous assure qu'en faisant ce travail, on apprend beaucoup de choses. Et David, lui, sa passion pour le roman et le film, la comédie musicale des Misérables nous a un peu tous contaminés. Et je crois que grâce à lui, beaucoup de personnes ont rencontré cet auteur et ce roman. Et c'est à partir de là, donc à partir d'une expérience très simple, qui n'a pas la prétention d'être des spécialistes, des experts de notre travail, oui, mais c'est de cela que nous allons vous parler. Le premier spécialiste, le premier expert, c'est celui qui m'a fait faire ce travail, qui me l'a proposé, sans lequel je n'aurais jamais pensé à faire ce travail fou, qui a occupé 4 mois de ma vie, je parle de 8 heures du matin jusqu'à minuit.
Il s'agit de l'acteur Franco Branciaroli. Il ne peut pas être ici, mais il nous a laissé une interview que nous allons commencer par regarder avant de commencer nos interventions. Il fait partie des 7 ou 8 romans qui sont au-delà du roman pour l'humanité. Nécessairement, ce ne sont pas nécessairement les plus beaux, mais si on prend Crime et Châtiment, c'est un autre roman de ce type. Ce n'est peut-être pas le plus beau roman, mais il fait partie de ces romans qui sont intouchables. Les Misérables a été réduit par Luca Doninelli. C'est une entreprise qui est certainement difficile parce qu'il y a 1400 pages à réduire en 2h30, 2h trois quarts. Donc, inévitablement, il y a des choix qui ont été faits de certaines scènes principales. La caractéristique de Jean Valjean, c'est qu'il ne parle pas. Il parle très peu. Sa présence est essentiellement physique. C'est-à-dire qu'il a un certain poids physique. Cet homme est célèbre pour sa force physique, et également pour sa force psychologique. Donc l'interprétation n'est pas vraiment un problème, notamment parce que les répliques ne sont pas particulièrement théâtrales. Donc, si je peux le dire, c'est relativement simple. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est ce personnage en lui-même. Parce qu'on pourrait dire que c'est un homme bon. Je crois que l'une des raisons qui font qu'il a du succès, c'est que c'est difficile de voir au théâtre des personnages bons. Je n'en ai jamais vu. Cet homme est bon. Et je pense que pour le public, cela a un effet rafraîchissant. Et cela donne à Jean Valjean une caractéristique. Il est en quelque sorte un vierge. On n'entend pas parler de ses relations. Et ça, c'est un peu étrange. Un homme robuste, costaud, qui n'a pas 60 ans, et on ne parle d'aucun amour, d'aucune relation. C'est étrange. Mais ce qui rend cela encore plus étrange, c'est qu'un tel homme prend chez lui une fillette de 7-8 ans et ils vivent tous les deux. Et cette fillette arrive jusqu'à un état d'adolescence avancée. Bien sûr, l'implicite reste implicite. D'ailleurs, ça reste dans l'imagination. Mais quand Cosette commence à manifester des désirs, disons, amoureux, elle rencontre des jeunes garçons. Chez Jean Valjean se déchaîne quelque chose de très violent. De très violent, vraiment. Même contre lui-même. Il y a comme un désir de suicide en lui, en quelque sorte. Donc, ces caractéristiques font de lui un personnage bon, certes, mais très complexe. Les forces qui font bouger l'histoire sont celles qui rendent l'homme heureux. Ce titre, on peut le prendre avec des paroles de Euripide dans Médée, qui dit « Un homme peut être heureux, avoir de la chance, mais pas être heureux, jamais. Définir le bonheur n'est pas simple. » Et je crois même qu'on ne peut pas le définir de manière constante. Je crois que le bonheur est la réponse au ping-pong du malheur. Si d'un côté il y a le malheur, de l'autre côté, par contraste, il peut. C'est-à-dire, le malheur peut être si lourd que lorsqu'il s'allège, lorsqu'il s'atténue, on pourrait l'appeler bonheur. Mais le bonheur pur
Moi, je ne l'ai jamais vécu. Jean Valjean a vécu le bonheur, a connu le bonheur de contraste. Son malheur a été tel que la réduction, la diminution de cette malédiction, alors que pour d'autres personnes, la vie qui pour Jean Valjean pourrait être heureuse, pour d'autres personnes pourraient la considérer comme normale. Pour lui, elle est heureuse parce qu'il a tellement souffert. 19 ans de bagne pour un morceau de pain, ce n'est pas rien. Pour un homme comme cela, il suffit du soleil, d'une simple journée assis à un café. Et pour lui, je dis peut-être des bêtises, mais pour lui, ça, c'est le bonheur. Sans parler que si, en plus de cela, il reçoit des créatures comme Cosette, c'est-à-dire qu'il y a un rapport humain extrêmement intense. Et surtout, lui arrive la rencontre avec un paradoxe, qui est le paradoxe chrétien. Le paradoxe, c'est que lui, après le Xème vol, tout le monde le sait parce que c'est un point essentiel des Misérables, au Xème vol qu'il fait, auprès d'un évêque, il est arrêté par la police, ramené au Monseigneur, à l'évêque, avec son butin, et cet évêque lui dit « Tu as oublié les chandeliers en plus de ce que je t'ai donné. » Mais là, en lui, pour Jean Valjean, c'est quelque chose de totalement inconnu. C'est-à-dire que le mal est réparé par le bien. Au lieu d'être réparé par un mal, multiplié, encore pire, multiplié par 5. Pour lui, c'est une connaissance inconnue à ce moment-là, une manière de connaître la vie qu'il n'avait pas jusque-là. Donc c'est un personnage absolument chrétien. Donc cette sphère, cette boule de personnages énorme n'est pas décrite comme cela en scène, elle n'est pas décrite par quelqu'un. Donc il faut qu'elle soit perçue par les actions qu'on raconte qu'il a faites. Parce que lui, en réalité, on ne le voit pas les faire. Donc de lui n'effleure que sa présence après l'action qu'il a faite. Il effleure et on le voit. Et donc, comme acteur, il faut avoir la possibilité de communiquer cette force qui s'impose, force à la fois physique et mentale. Et je le répète, à la fin, cette tentative aussi de mourir, de tout avoir perdu. En perdant Cosette, il a tout perdu. Et donc, il va sur les barricades, convaincu qu'il va mourir. Il le dit. Il dit, mettez aussi mon corps sur les barricades si nous devons tous mourir aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez que cette histoire est actuelle? Dans le globe terrestre, certainement, elle est actuelle. Si on pense au Bangladesh ou à certains endroits. Ici, oui. La question, c'est pas qu'elle soit actuelle. La question, c'est qu'il existe des personnes comme cela. Oui, certainement, certainement. Jean Valjean est un saint. Actuel, je dirais non, si on entend par actuel la manière de penser commune. Alors non, au contraire. La manière de penser commune, non. Mais qu'il y ait comme des signaux, c'est des indicateurs d'une vie différente, qu'une vie différente est possible, alors oui, cela je le crois. Comment cela s'est passé pour vous, l'interprétation du rôle de Jean Valjean? Une interprétation muette. C'est peut-être plus difficile, non, pas plus difficile, mais plus nerveuse, plus fatigante que de faire, par exemple, un père qui parle beaucoup. Le théâtre a cet avantage pour un acteur ignorant que dans un long arc de vie, nécessairement, on acquiert une culture,
En 50 ans de carrière, nécessairement, on finit par avoir en soi une belle bibliothèque. Je ne dis pas une culture extraordinaire, mais par exemple, Les Misérables, c'était un roman que j'avais commencé quand j'étais jeune, j'étais arrêtée à la moitié, et là, j'étais obligée de le relire. Revoir de façon plus approfondie ce roman. Est-ce que vous vous sentez heureux? Non. Non. Le bonheur, je le répète, je crois que le bonheur, c'est la trêve du malheur. De façon très banale. Tout au plus, on pourrait peut-être dire qu'il faut avoir la capacité de s'apercevoir de cette trêve et d'en jouir. Parce qu'en général, on ne s'en aperçoit pas. Mais le bonheur, non. Oui, j'ai des moments. Mais parce que on sort tout d'un coup d'une mer de tension, du mal, et puis la vie est différente et variée. Dunque, magari sulla felicità. Donc pour le bonheur, je ne pense pas exactement comme Franco, mais chacun d'entre nous peut se confronter à ces paroles. J'ai souhaité faire un peu celui qui lève la balle à Davide qui ensuite fera le smash. Et je voudrais vous raconter ce que j'ai compris en faisant ce travail. Et comme cela fait 40 ans que je réfléchis sur le roman en soi, d'une part parce que j'ai essayé d'en écrire, et d'autre part parce que j'en ai lu et j'en lis énormément, je voudrais vous dire quelque chose de très simple que j'ai comprise. Simplement pour introduire le type de roman auquel se rattachent Les Misérables et le type de travail que je pouvais faire en le transposant au théâtre. Je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser beaucoup de personnes, peut-être pas seulement les spécialistes de ces domaines. Tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que le roman, quand je parle de roman, je prends le sens large, donc l'Iliade, l'Odyssée, la Divine Comédie. Qui sont des œuvres qui, dans l'époque moderne, sont devenues le roman. Il me semble que le roman est davantage fils de l'Iliade et de l'Odyssée que des romans médiévaux anglais, en tout cas tels que nous les connaissons, nous, qui pourtant font partie du roman. Sur le roman, je voudrais dire deux choses très génériques pour commencer. Deux choses que j'ai comprises au cours de la vie. Tout d'abord, le roman est toujours la tentative d'un homme pour comprendre le lien qu'il y a entre lui et le tout. Donc un roman n'est pas simplement une fresque de la société. Cela en fait partie aussi. Mais ce n'est pas seulement une révocation historique. Cela peut en faire partie. Mais si je devais comparer le roman à une galaxie, je dirais que le centre de cette galaxie est une scène qui se trouve dans ce que je considère être le roman par excellence pour des raisons que je ne vous dirai pas maintenant, mais qui est Guerre et paix de Tolstoï. Ceux qui l'ont lu savent qu'au centre géométrique, au centre exact de ce roman, il y a la scène où Pierre Bezoukov voit la comète. 1812.
Cette comète, pour moi, c'est un peu l'emblème, le lien avec les étoiles. C'est un peu l'emblème du roman. Le roman parle du temps, de l'histoire, mais le temps n'est pas véritablement sa nature. Parce que c'est comme l'expansion, la dilatation de ce qui se produit en réalité en un instant. Parce que en un instant, le rapport ici, maintenant, que j'ai ici, maintenant avec l'univers, avec les étoiles, avec l'histoire et avec la vie, de ce qui m'est plus proche à ce qui est plus loin de moi, c'est cela qui détermine, à mon avis, la véritable nature du roman. Donc ce n'est pas seulement réaliser une fresque, mais c'est plus que cela. Comme quelque chose qui peut faire exploser les fresques, les déchirer, les élargir. C'est le cas pour Dante, par exemple. L'œuvre de Dante est comme la dilatation de ce qui s'est passé en un instant. C'est ce que disait aussi Testori sur son œuvre. Il disait que pendant toute sa vie, il a tenté de raconter ce qui lui est arrivé en un instant. On pourrait parler aussi de Proust, de Manzoni, de Dostoïevski, de Joyce, de Céline, de Kafka, etc. Et bien entendu, également de Victor Hugo, qui écrit ce roman fou. L'autre chose que je veux dire de façon générale sur le roman, c'est que le roman n'a pas de véritable technique propre. Ce n'est pas parce que quelqu'un écrit un roman qu'il sait comment faire le roman suivant. Donc, dans ce sens, Luigi Paresson avait tout à fait raison quand il disait que la différence entre l'artiste et l'artisan est que l'artiste doit non seulement faire une œuvre, mais il doit aussi inventer, en même temps qu'il l'a fait, la manière de la faire. Ce n'est peut-être pas vrai pour tout, mais sur cet aspect précis, c'est tout à fait vrai. Et il faut dire qu'en ce sens, le roman ne ressemble pas tant à une technique qu'on met en acte. On ne peut pas apprendre à faire un roman. On ne peut pas dire un roman se fait comme ceci ou comme cela. Il ne faut jamais se fier des notices d'utilisation. Le roman est un abîme qui s'ouvre et dans lequel disparaît le monde et il nous demande ces mots qui vont le faire renaître, le faire balbutier. Et je vois en cela, en cette sorte de centre vide, de précipice, c'est là que je vois la véritable nature du roman. Les grands romans sont toujours des romans où l'auteur précipite dans un abîme. Et puis le roman doit devenir ensuite un corps, c'est-à-dire un livre avec un certain nombre de pages, donc quelque chose qu'on va mettre dans une bibliothèque, que l'on va acheter, qui a un certain coût, etc. Donc un corps. Et en devenant quelque chose, il doit se caractériser en fonction, entre autres, de la mentalité des personnes auxquelles il s'adresse. Et donc, c'est de là que viennent les différentes sous-catégories qui sont les genres littéraires, qui en fait ont beaucoup de points communs entre eux, mais que l'on peut un peu distinguer. Il y a le roman d'enquête, le roman policier, le roman d'aventure, le roman de voyage, le roman d'amour ou roman populaire. Et puis, il y a le roman de formation ou d'initiation, qu'on pourrait parler d'auto-sacramental, le roman sacré. Par exemple, dans le roman policier, ce manque, ce vide, cet abîme dont je parlais tout à l'heure, se réalise aussi dans le crime de façon concrète. Vous le savez, l'enquêteur, si vous lisez des policiers, l'enquêteur enquête sur un mort, donc quelqu'un qui ne peut plus parler. Et donc, on s'introduit dans la vie d'une personne qui n'est plus là pour tenter de comprendre comment les choses se sont passées. Et donc là, les visions de la ville varient beaucoup. Il y a l'enquêteur hyper rationnel à la Sherlock Holmes, celui qui participe fortement au destin et à la douleur, comme par exemple dans les romans d'Agatha Christie,
ou de Simenon en particulier, le commissaire Maigret. Et il y a même ces chefs-d'œuvre suprêmes, comme par exemple l'Oedipe roi de Sophocle, qui est une œuvre d'enquête, ou l'affreuse embrouille de Gadda, où à la fin on conclut nécessairement fatalement que l'origine du mal est en nous-mêmes. Donc c'est quelque chose qui part de l'enquête pour arriver toujours, revenir toujours à ceux qui ensuite réalisent l'enquête. Il y a ensuite le roman de voyage, d'aventure, qui revêt des variétés très grandes, de l'Odyssée à la Divine Comédie, parce que la Divine Comédie est un voyage, ou bien pour ceux qui l'ont lu plus récemment, l'un des classiques de la Beat Generation, On the Road, de Jacques Kerouac. Là aussi, le dénominateur commun, on pourrait aussi parler des romans d'aventure. Donc le dénominateur commun est la conquête de soi, ici encore. On ne va pas du Groenland au Groenland ou en Amazonie simplement pour raconter les animaux qu'on y a vus, s'ils nous plaisent ou pas. Mais c'est toujours quelque chose qui nous concerne. Et nous lisons ces livres pour cela. Sinon, ils ne nous intéresseraient pas beaucoup. Ensuite, il y a aussi ce que j'appelle le roman populaire ou roman d'amour, qui est l'histoire éternelle, que ça soit des rois ou des reines, mais c'est toujours l'histoire d'un amour impossible, un amour contrarié. On va de la tragédie grecque à Goldoni, à toutes les variations sur le mariage empêché, jusqu'aux fiancés de Manzoni, parce que les fiancés aussi, c'est une histoire de ce type. Lui et elle veulent se marier, mais quelqu'un ne le veut pas. Donc, ce sont les histoires que l'on racontait qui ont un enracinement profond dans la tradition orale. Parce que si vous pensez par exemple aux fiancés, combien de personnages viennent de la tradition orale? Par exemple, Tonio et Gervasio, le frère idiot et le frère intelligent, qu'on va retrouver dans beaucoup de comptines populaires. Bien entendu, il n'y a pas que ces amours-là, il y a aussi des amours illégitimes, impurs. Un autre aspect intéressant que l'on trouve dans toutes les formes de romans, avant d'arriver à ceux qui nous intéressent le plus, et qui est un peu commun à toutes les formes de romans, c'est le fait que dans le roman, nous descendons en profondeur pour chercher quelque chose, exactement comme le fait Dante, en passant de l'enfer au purgatoire. Et il y a quelque chose qui nous empêche de le faire. Il y a un ennemi qui peut revêtir beaucoup de formes différentes. Satan, un dragon maléfique, la reine de Blanche-Neige. Mais il y a toujours un ennemi. Vous êtes jamais demandé, par exemple, comment il se fait que dans tous les westerns, mais si on regarde aussi Star Wars, il y a toujours un duel final. Est-ce que c'est parce que les auteurs ont peu d'imagination, ou bien est-ce que c'est parce qu'au fond, c'est la vie qui est comme ça? Et tant que l'on ne dépasse pas, et même dans Les Fiancés, et même dans Les Misérables, il y a un duel. Dans Les Fiancés de Manzoni, c'est le pardon de Renzo à Don Rodrigue, pardon. Et vous comprenez très bien que si Renzo ne pardonne pas à Don Rodrigue, c'est Don Rodrigue qui a gagné. Donc c'est comme un duel au pistolet. Un duel au pistolet. Et dans Les Misérables, c'est très intéressant parce que le duel n'est pas avec Javert. C'est avec Marius. Mais on en parlera. Il existe un autre roman qui est le roman sacré. Le roman d'initiation, de formation. Parfois, ça peut être aussi un roman de formation érotique, si on pense à Georges Bataille, le marquis de Sade, ou certains auteurs japonais. Donc ce n'est pas toujours une formation religieuse, mais la nature
de ce roman, c'est toujours qu'une personne est introduite à quelque chose de nouveau, non imaginé, une vie vraie dont il n'imaginait pas qu'elle existe. Donc la racine sacrée est toujours présente. La caractéristique de ce type de roman de narration, il y en a deux. Une a été dite par Pancharoli, c'est que l'événement fondamental se trouve au début. Au début des Misérables, il y a un don que l'évêque Myriel, Monseigneur Bienvenu, fait à Jean Valjean. Attention, parce que l'évêque dit « Non, non, c'est moi qui lui ai offert les couverts. » Et lui dit « Vous avez oublié les chandeliers. » La question, c'est de savoir comment ça se fait que Jean Valjean n'avait pas pris les chandeliers. Peut-être qu'il avait peur de quelque chose. Et l'évêque les lui donne. Non. Il dit non, non, vous allez prendre les chandeliers. Et nous allons voir que cela a un sens très profond. Donc, il y a cet aspect-là, que les choses se produisent au début. Et une autre caractéristique de ce type de narration, c'est que la psychologie passe en quelque sorte au second plan. Donc c'est une forme de narration qui a une origine très ancienne. Peut-être que si certains d'entre vous ont entendu, lorsqu'ils étaient enfants, le conte que racontent notamment les frères Grimm, qui est celle du poisson d'or, où un pêcheur va pêcher, il pêche un poisson d'or qui parle et qui lui dit « Laisse-moi, libère-moi et je vais réaliser tous tes désirs ». Donc le pauvre pêcheur le laisse partir sans rien lui demander et il rentre chez lui et sa femme lui dit « Ah non, non, pourquoi tu ne lui as pas demandé une maison plus belle? Nous, on a une vieille bicoque. » Alors il y retourne, il demande une belle maison. Il retourne voir sa femme et il la trouve dans une belle maison. Mais la femme ne se satisfait pas. Et donc après, il veut un palais avec des serviteurs. Ensuite, elle veut devenir reine. Et ensuite, elle veut devenir impératrice. Et le pauvre pêcheur retourne toujours voir le poisson pour lui demander de réaliser ses vœux. Attention, parce que la femme devient impératrice, avec toute son armée, ses canons, etc. Mais finalement, la femme veut devenir pape. Alors il dit, va revoir le poisson, dis-lui que je veux devenir pape. Donc elle ne veut pas seulement le pouvoir temporel, elle veut aussi le pouvoir spirituel, disons. Donc le pêcheur va voir le poisson, et le poisson lui dit, non, non, rentre chez toi. Il lui répond pas, il lui dit, rentre chez toi. Et lui, en rentrant, qu'est-ce qu'il trouve? Il retrouve leur vieille bicoque d'avant. Interprétation de cette histoire. Il y a deux possibilités. Soit c'est l'histoire d'un poisson qui en a eu marre. On peut le comprendre à sa place. Le poisson est compréhensible, mais ce qui n'est pas compréhensible, là, c'est l'auteur de l'histoire dans ce cas, parce qu'on ne comprend pas pourquoi il me raconte une histoire d'un poisson qui en a eu marre. N'est-ce pas? Ou alors, autre possibilité, c'est que le poisson ait réalisé aussi le désir fondamental de la femme. Tu veux être le premier, sois le dernier. Vous vous souvenez comment on appelait le pape au Moyen-Âge? Servus servorum Dei, le serviteur des serviteurs de Dieu. Donc que celui qui veut être le premier soit le dernier, etc. Je ne veux pas faire de grandes citations, mais vous comprenez que dans ce sens, le conte devient plausible. Autrement, on peut toujours en parler, mais au fond, pourquoi? Alors, dans ce sens, c'est la structure typique du roman d'initiation. Un événement au début, le poisson pêché, et puis tout un parcours qui est fait, qui passe à travers la gloire terrestre, qui arrive à l'humiliation, et dans l'humiliation, il y a la véritable découverte de soi-même. Donc je vois beaucoup le lien du conte du poisson d'or avec toute cette structure de roman d'initiation. Alors Les Misérables sont exactement cela. Si Les Fiancés sont un roman populaire écrit par un grand homme de foi, Manzoni, Les Misérables sont un roman sacré écrit par un anticlérical, qui était un homme de foi.
Je ne le dis pas parce que c'est une opinion personnelle, mais parce que c'est un état de fait. Dans les romans, ce qui est le plus important, ce sont les symboles. Et là, il y a des symboles tout à fait clairs. Parce que ceux qui ont lu Les Misérables savent très bien que Jean Valjean circule toujours avec une valise. Et ce n'est qu'à la fin qu'on ouvre cette valise. Et qu'y a-t-il dans cette valise? La petite robe de Cosette. Tout ce qui lui reste d'elle, parce qu'entre-temps, Cosette, c'est Marius Pontmercy qui l'a prise. Mais il lui reste sa petite robe. Et ceux qui ont été ne serait-ce qu'une fois à un baptême, autre que son propre baptême, savent que le cierge qu'allume le père, en général c'est le père, et la robe blanche sont deux symboles du baptême. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, que ce drame est une structure liturgique, il n'y a aucun doute là-dessus. Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est une opinion personnelle. Cela dit, Branciaroli a raison en disant que Jean Valjean reste silencieux. Parce que le roman s'appelle Les Misérables et non Les Aventures de Jean Valjean. Donc lui, il veut nous parler des misérables. Qui sont les misérables? À cette époque, il y avait déjà le manifeste du Parti communiste qui parlait du sous-prolétariat. Il y avait déjà ces masses des faubourgs abrutis par l'alcool, les mauvaises habitudes, les institutions qui n'existaient pas, et où la frontière entre la vie et la mauvaise vie était très fluctuante. Et la famille Thénardier est une famille infime. Les époux Thénardier sont les personnages les plus horribles de l'histoire de la littérature. Et pourtant, ils ont deux filles, deux enfants merveilleux, Éponine et Gavroche. Donc il y a un mélange. Il dit la société est comme une grande mine et plus on va en profondeur, il y a un point où les hommes perdent leur connotation humaine et les monstres apparaissent. Donc si l'on regarde les personnages et la manière dont Victor Hugo les décrit, parce que quiconque parmi vous a lu Les Misérables doit se demander comment est-ce qu'il a fait pour l'écrire. Quand on lit Guerre et Paix, quand on lit Crime et Châtiment, il y a tant de maîtres du roman que nous admirons. Mais Victor Hugo semble être un fou par moments. On se dit, mais comment est-ce qu'il a pu penser à faire marcher sur 40 pages un homme dans le noir avec un cadavre ou pas cadavre sur les épaules? Il a des inventions absolument folles. Et il semble que Victor Hugo ait dit, alors, quelles sont les 10 choses qu'un romancier ne doit absolument pas faire? Alors je vais toutes les faire. Le romancier ne doit pas se superposer à ses personnages, il se superpose. Il ne faut pas faire de digression pour dire ce que je pense, il le fait. Donc, et en même temps, il fait un chef-d'œuvre qui, comme le dit Branciaroli, ne fait même pas partie de l'histoire de la littérature, mais de l'histoire de l'humanité, comme la découverte de la roue ou de l'Amérique. Alors, David va parler ensuite des personnages, donc je le laisse parler, mais je dis seulement qu'il y a des personnages avec lesquels, avec lui, il se sent si proche qu'il les laisse vivre. Commencer par Javert, qui, je pense, est un plus grand personnage de l'histoire de la littérature. Nous cherchons toujours les pages où il y a Javert, parce que nous sentons que le terrain s'effondre sous nos pieds, un abîme s'ouvre. Parce que je crois que la mort de Javert est l'un des sommets de toute l'histoire de la littérature. Il y a le personnage d'Éponine qui est d'une poésie absolue. Mais imaginez que moi, ces personnages, je dois les mettre sur la scène. Et donc le héros, par exemple, il doit parler. Et ici, le héros, il ne parle pas.
Et donc, il faut prendre des paroles de Victor Hugo et les lui faire dire à lui nécessairement, parce qu'il ne peut pas se taire, le héros. Et le héros, il triomphe même dans le sacrifice, mais il triomphe. Et celui-là, cet homme, c'est un chemin de diminution constante. Autre chose, le héros a une psychologie évidente. Ici, il n'y a pas de psychologie, parce qu'au début, on rencontre Jean Valjean, qui est un semi-idiot, et petit à petit, vous le retrouvez maire de Montreuil-sur-Mer, bienfaisant, homme d'affaires, et on se demande, attendez, comment est-ce que c'est possible que, certes, il a changé de nom, mais on ne comprend pas comment il a pu être d'abord stupide et ensuite faire cela. Mais cela n'intéresse pas Victor Hugo. La psychologie ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est le chemin de dépouillement constant, où, à un moment donné, il identifie toute sa mission avec l'obéissance à la demande de Fantine de s'occuper de Cosette. Et il emmène Cosette, un autre personnage qu'il est impossible de mettre en scène, parce que c'est un peu un pilier et quelqu'un qui reste là, symbole des maltraitances, mais la faire bouger, lui donner un caractère qui soit convaincant. Il faut beaucoup renforcer ce personnage sur les planches. On ne peut pas le poser comme ça sur la scène. Javert, oui. Donc voilà un peu les difficultés que j'ai rencontrées de les mettre sur les planches du théâtre. Alors, j'ai écrit un beau discours que je vais vous épargner. Je vois qu'il y a des gens qui sont contents. Notamment parce que je veux absolument entendre son intervention. Je l'ai déjà lu, mais ça m'intéresse de l'entendre. Et je voulais... C'est intéressant aussi de voir que Jean Valjean est absent du roman pour de très nombreuses, des centaines de pages. Mais Victor Hugo sait que c'est avec Jean Valjean qu'il va gagner la bataille. À la fin, pour parler des misérables, il ne suffit pas de parler du sous-prolétariat, mais il faut qu'il y ait un homme qui accepte sur lui-même la croix de devenir un misérable. Au début, Jean Valjean pense se racheter du mal qu'il a fait en faisant du bien, et puis il s'aperçoit qu'il ne peut pas. Il va récupérer Cosette. Il parvient à échapper à Javert, parce que Javert est toujours présent. Il y a une foule de coïncidences dans ce roman, parce que n'importe quel auteur de roman répugnerait à utiliser autant de coïncidences, mais Victor Hugo, ça ne lui pose aucun problème. À la fin, Valjean doit supporter l'humiliation définitive. Quand il n'a plus Cosette, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il dit: qu'est-ce que j'ai dans ma vie? Quelle a été ma mission? M'occuper de Cosette. Et comme disait Franco tout à l'heure dans l'interview, Cosette grandit, elle commence à penser à l'amour. Elle commence à dire, il y a cette magnifique phrase où elle dit: je sais que je suis laide, mais je me suis vue au miroir aujourd'hui et je me suis dit, mais si j'étais jolie, ce serait drôle que je sois jolie. Et donc, elle découvre sa propre beauté comme une surprise, comme quelque chose d'étrange. Elle trouve étrange de pouvoir plaire à un jeune garçon. Parce qu'il y a un garçon qui dit la fille est belle, la robe est laide. Et elle pensait que c'était le contraire. Et elle tombe amoureuse de Marius Pontmercy. Jean Valjean est le premier à s'en apercevoir. Il essaye, par toutes les manières possibles, de l'échapper. Il a à la fois des désirs de suicide et des désirs d'homicide parce qu'il voudrait éliminer Marius. Mais à la fin, il doit accepter. Et voilà le duel final, le vrai duel final. Il doit accepter
que ce trésor aussi lui soit enlevé. Et qu'à la fin, lui reste... Et le point fondamental, c'est que l'évêque Myriel lui avait dit, en lui donnant les chandeliers, il le savait très bien, lui, que Valjean ne voulait pas lui voler les chandeliers. Et l'évêque dit, avec ces chandeliers, j'ai acheté votre âme. Si bien qu'à la fin, dans le spectacle que j'ai écrit, et je crois que dans le spectacle, ils n'ont pas réussi à le mettre dans l'extrait que vous avez vu, mais vous savez que dans Les Misérables, la fin est étrange. La mort de Jean Valjean est une mort étrange parce que, étrangement, Victor Hugo réussit à ne pas la rendre triste. Elle n'est pas pathétique, pas le moins du monde. Et nous percevons, quand nous lisons la mort de Jean Valjean, qu'il y a une suspension, si bien que tous ceux qui ont fait le film ont dû ajouter des choses. Par exemple, dans un film, dans une comédie musicale, c'est Éponine et Fantine qui viennent pour prendre l'âme de Jean Valjean. Moi, j'avais pensé à une autre fin, parce que toute la vie de Jean Valjean, Hugo a eu du mal à dépeindre Jean Valjean. Il a eu du mal à le connaître, parce qu'il est difficile, c'est difficile de connaître un forçat, surtout si tu es un écrivain et pas un forçat. C'est difficile de trouver un point de connexion entre mon expérience et celle d'un ancien forçat. Parce que ce sont des gens qui sont coupés de la société. Et donc, ils ne participent pas de l'expérience que je fais de la société. Donc, je crois que Hugo a eu du mal avec Valjean, comme Homère en a eu avec Achille. Mais à la fin, le roman gagne le pari incroyable de Victor Hugo parce que Jean Valjean dit oui à la dernière perte, parce que la dernière perte coïncide avec ce qu'il gagne, les chandeliers et la robe blanche, le baptême. C'est pour ça que je dis que c'est un drame baptésimal et je suis prêt à le soutenir face à tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est que, comme je devais en quelque sorte réaliser cette fin dans ma pièce, et pour faire comprendre le sens qu'a toute cette histoire, mon idée était que Jean Valjean meurt, que Marius et Cosette pleurent sur lui, que le médecin constate le décès de Jean Valjean et qu'à la fin, on frappe à la porte, le médecin ouvre et entre l'évêque Myriel qui dit « Jean Valjean, lève-toi. Allons-y. Merci. » Tout d'abord, je veux remercier Luca Doninelli pour ce qu'il nous a raconté et aussi pour cette invitation à laquelle je ne m'attendais pas. On s'est laissé à l'école quand j'ai terminé le baccalauréat au lycée des sciences. Il était mon prof d'histoire et philosophie. Mais je l'aurais vu parfois où j'ai lu ses articles sur le quotidien Avenir ou dans d'autres quotidiens. Et j'éprouve un peu d'émotion parce qu'aujourd'hui aussi, je suis un élève et lui est le professeur. Je ne suis pas un expert du domaine parce que je m'occupe de biochimie. Donc si aujourd'hui, je ose contribuer à la présentation de cette pièce théâtrale, de ce roman extraordinaire, c'est pour deux raisons. Tout d'abord parce que, à cause de l'amitié entre nous, vu que Luca a connu ma passion de lecteur de ce roman,
j'ai accepté l'invitation. La deuxième raison, et j'y tiens à la partager avec vous, concerne la raison pour laquelle ce roman est passionnant pour moi. Il ne s'agit pas d'une passion étroitement littéraire. Et c'est paradoxal, mais ça a à faire avec mon expérience du christianisme à travers le charisme de Don Giussani. On pourrait se demander qu'est-ce que Don Giussani a à faire avec Victor Hugo? Très peu. Parce que Hugo ne voulait pas, si on voit ce qu'il dit, il ne voulait pas écrire un roman religieux ou faire des références allégoriques d'inspiration chrétienne, même si cela arrive comme Luca nous l'a dit. Dans un texte, Hugo dit qu'il voulait représenter le peuple persécuté, mais généreusement bon. C'est d'autant plus vrai vu que le roman a eu de la chance parmi le peuple. Le destin, et en particulier la vie, le temps, et en particulier le siècle, l'homme, et en particulier le peuple, Dieu, et en particulier le monde, voilà ce que j'ai cherché à mettre dans ce livre. Il s'agit d'un roman historique, politique et social. Toutefois, comme c'est le cas dans des chefs-d'œuvre, l'œuvre dépasse les intentions de l'auteur. Et c'est cela qui transforme un bon produit dans un chef-d'œuvre, parce que cette œuvre arrive à toucher la profondité du cœur des lecteurs. La grandeur de ce roman, qui va au-delà des intentions de l'auteur, c'est qu'il décrit l'homme. Il décrit l'homme à son niveau plus essentiel et vrai, en tant que désir de bien, de beauté, de vérité, de justice, d'amour, d'aimer et d'être aimé gratuitement, infiniment, comme un destin sans fin. Tout cela, c'est ce que j'ai appris avec un homme et dans mon appartenance à une histoire particulière qui a été commencée par cet homme. C'est pour cela que je ose contribuer aujourd'hui à cette rencontre. Je n'ai pas encore eu la chance de voir le spectacle réalisé par Luca Doninelli, Branciaroli et d'autres personnes, mais je peux faire des anticipations. J'ai lu beaucoup de commentaires positifs et d'autres plus critiques. Je ne suis pas d'accord avec l'une des critiques principales qui ont été faites au spectacle, c'est-à-dire le choix du spectacle, qui serait un roman daté, dépassé. Mais ces commentaires ont déjà été faits. Victor Hugo aussi, quand il avait publié le roman, avait été critiqué par certains. Flaubert, Rimbaud, Baudelaire, par exemple, qui étaient des collègues à lui, l'avaient critiqué beaucoup. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec ce jugement, avec cette critique, parce que je pense que ce roman, tout comme les
tentatives de réduction du roman qui ont été réalisées à partir des années 80, par exemple la comédie musicale jusqu'à la version cinématographique de Tom Hooper avec Hugh Jackman et Anne Hathaway. Je pense qu'il s'agit d'un roman moderne qui est très pertinent à la vie de l'homme d'aujourd'hui. Il suffit de penser que la comédie musicale écrite par deux inconnus en 1980 à Paris a eu un tel succès qu'il a été traduit et transformé dans une comédie musicale en anglais et après en 21 langues et représenté en 42 pays. La version anglaise du spectacle est représentée constamment à partir de 1985 à Londres et à partir de 1987 à Broadway, où il a remporté 8 Tony Awards. Mais au-delà des chiffres, j'ai identifié dans le contenu des raisons pour lesquelles c'est un roman actuel. Et je vous donnerai quelques exemples. Des raisons aussi qui le rendent très proche au titre du meeting. Le protagoniste du roman est Jean Valjean. Sa vie traverse une époque historique de grands changements. La France veut ressusciter des cendres de son passé et en suivant le mythe d'une véritable liberté. Mais Jean Valjean n'est pas seulement Jean Valjean. Il représente aussi l'homme. Il représente l'homme dans toute sa bassesse et altesse. Et il représente le titre du roman, Le Misérable. Dans le préface, Victor Hugo décrit la condition humaine du peuple. L'abrutissement du peuple à cause de l'indigence, de la femme à cause de la faim, et l'atrophie de l'enfant à cause des ténèbres. Voilà les misérables. Mais quand on t'enlève tout, quand tu n'as plus rien, quand on t'a enlevé même la dignité, est-ce que quelque chose reste? Qu'est-ce que rend l'homme un vrai homme? Si on regarde certains personnages de l'histoire, comme les époux Thénardier, on serait tenté de répondre rien. Absolument rien. L'homme vide, titube dans la boue. Il recherche des miettes pour trouver une réponse à ses exigences élémentaires comme un animal. Mais il a un élément de supériorité par rapport aux animaux. Il peut faire du mal pour obtenir ses buts. Et il justifie donc sa condition dont il ne se sent pas coupable mais victime. Mais si chaque homme potentiellement peut faire du mal, on pourrait se demander où est donc l'homme. Il s'agit d'une question incontournable. Où est l'homme, surtout dans ce monde, dans le monde d'aujourd'hui? La vie de Jean Valjean et des différents personnages de cette histoire cherche à répondre à cette question, sans tourner autour du pot. Comme je l'ai dit, je n'ai pas eu l'opportunité de voir le spectacle. Luc a déjà parlé beaucoup du roman. Donc, pour vous donner des exemples, je veux me baser sur le roman, mais surtout sur la comédie musicale. Je le fais pour des raisons complémentaires à celles que j'ai déjà illustrées. La comédie musicale a des limites, bien évidemment, par rapport au roman. Il n'y a pas de description, les contextes, des paysages. Mais il a un avantage.
C'est-à-dire, il fait compagnie au public et il établit des ponts, des liens entre des scènes très loin et dans des situations très différentes à travers des morceaux de musique qui peuvent faire référence à d'autres scènes. Donc, le public comprend des liens entre les scènes. Qui est Jean Valjean? Il est un détenu aux travaux forcés. Il est un homme, il est même plus sûr d'être un homme. Il est un numéro, 24601. Voilà ce qui définit son identité. Un numéro dans une multitude d'autres numéros, sans sens, sans rien attendre. Et sa vie se passe dans une société qui ignore ses drames. Valjean, suivi par Javert, qui sera son cauchemar pour toute sa vie, est forcé d'amener le drapeau de France plein de bouée, plein de boue, la boue dans laquelle la France même semble avoir noyé. Javert est un galérien qui a une force extraordinaire et Javert le sait. Mais d'où vient cette force? Il y a un moment où les deux protagonistes se regardent. Dans le regard de Javert, on peut apercevoir une sorte de satisfaction qui vient de l'orgueil d'une personne qui sait qu'il n'ira jamais si bas. Parce qu'il est différent et il le sera toujours. Il n'y a pas de rédemption pour 24601. Et donc, il ne peut pas y avoir du pardon. Dans les yeux du galérien, le feu de la haine et de la rancœur brûle. Cette haine et la soif de vengeance sont la flamme qui font éclater l'énergie de Valjean. Valjean a volé, c'est un fait. Mais il ne se sent pas coupable. Il ne se sentait pas coupable alors qu'il volait à cause de sa pauvreté. Et il ne se sent pas coupable maintenant envers sa patrie. Il a passé 19 ans en prison pour avoir volé du pain pour sa sœur et ses enfants, dont il s'occupait dès son adolescence. La force de Valjean incarne sa rage, sa colère. Parce que pendant ces 19 ans, il a été volé de tout. Il est entré en prison quand il avait 27 ans et il sort quand il a 46 ans. C'est une colère tellement dévastatrice que sa stature physique, mais aussi que son âme. Et personne ne le sait, même pas lui. Parce qu'il y a une grandeur cachée dans l'homme, dans tout homme, qui est semblable à l'amour de ce qu'il a voulu, qui doit et qui peut se manifester quand elle sera réveillée. Valjean représente l'esprit de son temps et aussi celui de notre temps. Dans sa force, il y a un sentiment d'injustice et de vengeance d'une génération entière. Comme lui, d'autres hommes qui ont été blessés par l'injustice, par l'État, par la loi, par la société, comme Marius, Enjolras et Gavroche, un martyr d'une guerre absurde. Toutes ces personnes seront prêtes à verser leur sang au cri de liberté, égalité, fraternité.
Mais au contraire de ces personnes, dans sa vie, il y aura un tournant inattendu. Alors qu'il cherche de donner suite à son image, à son identité. C'est dans cet imprévu que le cri désespéré de ces jeunes trouvera une réponse. Ils vont perdre la vie. Ils sont le drapeau de la liberté. Chaque homme deviendra roi. Mais c'est un paradoxe parce que seulement un Valjean, ce rêve, se réalise. C'est lui, l'homme qui a été libéré, l'homme qui était un esclave et qui deviendra grand comme un roi. Vous connaissez l'histoire. Valjean sort de prison grâce à une amnistie, mais il n'a rien. Il a payé, c'est vrai. Mais Javert l'avait condamné avec un regard sans pitié, donc son mal ne peut pas être éliminé. Il est et il sera un délinquant. Il est 24 601. Il amène toujours avec lui une pergamène où qu'il doit montrer avec son numéro. Dans son errance, il rencontre l'évêque Myriel qui l'accueille dans sa maison. Et il lui donne tout ce dont il a besoin. Mais Valjean n'arrive pas à résister à la tentation. Le nuit, il vole et il s'enfuit, mais il est capturé par les gendarmes et il est ramené chez l'évêque. À ce point-là, c'est quelque chose d'incroyable qui se passe. Et c'est ce fait extraordinaire qui changera toute l'histoire. L'évêque non seulement confirme de lui avoir donné l'argenterie, mais il lui reproche d'avoir oublié le don le plus important, 2 chandeliers en argent qui, à eux seuls, ont plus de valeur que tout le reste. Donc, je veux m'attarder sur ce passage parce que c'est le point central. Myriel ne se contente pas seulement de transformer l'argent volé dans un don en reconnaissant, en confirmant qu'il avait donné à Valjean, mais il lui offre quelque chose en plus. Et Valjean est stupéfait, avec ce geste incroyable. Il n'est pas seulement libéré de sa faute. Il reçoit, en tant que don par Myriel, la découverte d'une liberté plus importante d'un simple pardon. C'est une liberté qui dépasse sa compréhension humaine, une liberté qui vient de la gratuité. Valjean rencontre la vraie liberté dans la personne de Myriel, une liberté qui est capable de transformer l'injustice subie dans un instrument de son affirmation, dans une affirmation de soi. La source de la haine qui le rendait esclave au dehors de la prison sont éliminées. Valjean est libre comme quelqu'un qui peut se donner sans calculer, sans faire des calculs, parce que sans ses limites, il se sent aimé. Et Valjean ne va plus jamais perdre cette valeur, parce que dans ses chandeliers, ils se sont transformés dans un roi. Comme vous le savez, Hugo était catholique à sa naissance. Il avait reçu une éducation catholique, mais d'après ce qu'il disait, il ne se disait pas catholique quand il a écrit le roman. Pourtant, on reconnaît une analogie, une comparaison, que ça serait incompréhensible sans une référence au christianisme. Il y a une correspondance secrète entre la situation de Valjean quand il sort de prison et
et la situation de l'évêque après le vol. Tous les deux ont été volés. Mais Myriel ne se venge pas. Au contraire, il se donne sans éliminer l'injustice subie. Il donne librement à Valjean ce qu'il lui avait volé. Et on ne peut pas comprendre le changement humain qui en découle sans observer que Valjean, à travers Myriel, a rencontré le Christ même. Le geste du Christ qui se livre à la croix librement. Apparemment, il fait gagner ses assassins. Et c'est la même chose qui a animé l'évêque. Selon une logique qui dépasse toute mesure humaine. Le sang de Jésus qui coule de sa poitrine est le symbole de la puissance de l'amour qui est plus grand du mal et de l'injustice subie. C'est cela qui gagne le cœur de Valjean. Le pardon, c'est-à-dire un don extraordinaire. Le pardon de Myriel représente le mystère de la miséricorde du Christ, comme une analogie. Ce n'est pas qu'il a juste laissé tomber, il a juste décidé d'ignorer le geste de Valjean. Il n'a pas de la pitié pour Valjean. Myriel croit dans le pouvoir souverain de la grâce. Et donc, il fait un pari sur cet homme comme s'il n'avait jamais fait du mal. C'est l'amour qui libère l'homme du mal. Et il paye la rançon avec son sang. Quelqu'un doit payer. Autrement, l'injustice ne sera pas pardonnée. Voilà la miséricorde chrétienne. Il ne suffit pas de rétablir l'équilibre en restituant la marchandise volée. Il faut quelqu'un qui paye pour ce geste mauvais. La miséricorde n'est pas un équilibre, mais le contraire. Myriel ne peut pas juste laisser tomber. Il ajoute les chandeliers en argent. Il doit payer. En effet, grâce à ce rachat, il peut lui confier une tâche. Rappelle-toi, mon frère, que tu as un projet plus grand. Tu dois utiliser cet argent précieux pour devenir un homme honnête. Du témoignage de martyr, de la passion et du sang, Dieu t'a élevé des ténèbres et a sauvé ton âme. Et Valjean répondra, à travers tout le reste du chef-d'œuvre, on verra le changement qui mûrisse à partir de la sémence jetée par l'évêque dans son cœur. Le fruit est de la même nature que la sémence. Une vie pleine de gratuité qui correspond à la véritable mesure pour laquelle chaque homme est fait. Dans ce développement extraordinaire, il y a un autre passage qui me touche. Le changement de Valjean ne se passe pas à travers une touche de baguette magique. Il y a une décision à la racine. L'autoconscience nouvelle est possible grâce au témoignage grand de personnes simples qui lui confirment l'humanité exceptionnelle d'une vie vécue pour un amour gratuit. En particulier Fantine, une jeune mère célibataire qui doit se prostituer pour s'occuper de sa fille et de la confier aux Thénardier. Il y a quelque chose de très petit, un néant, un rien, qui traverse sa vie, qui va la déterminer jusqu'à la fin de sa vie. Et Valjean, alors que Fantine est en train de mourir,
décide de s'en occuper comme si sa fille était la sienne. L'épisode de Fantine qui est fermé pour avoir réagi à quelqu'un qui lui avait mis de la neige dans sa robe est un épisode qui a été vraiment vécu par Victor Hugo. Après avoir assisté à cette scène, il avait prêté témoignage aux tribunaux pour sauver la vie de cette prostituée. Et Éponine aussi, la fille de Thénardier, n'hésitera pas à sacrifier sa vie pour son amour de Marius, même si elle sait qu'il est tombé amoureux de Cosette, la fille de Fantine. Bref, quand la vie d'un homme est bouleversée par l'amour et la gratuité, c'est plus facile de reconnaître ces signes où cet amour se produit. Le changement de Valjean est toujours mis à l'épreuve et je vous donne 3 exemples. Le premier est un passage qui m'a touchée et qui a touché aussi d'autres personnes. Récemment, j'ai été invitée par des amis à une discussion avec des détenus de la prison de Como après qu'ils avaient vu le film de Hooper. La scène qui a fait réfléchir tout le monde, c'est quand un inconnu est pris pour Valjean et pourrait donc être condamné à sa place. C'est une occasion, une opportunité, parce qu'il pourrait finalement se libérer de cette menace de la prison qu'il a cherché de fuir pendant des années. Il pourrait être libre. Mais est-ce qu'il peut trahir cette liberté nouvelle qu'il a gagnée? Une véritable liberté est-elle possible sans vérité et justice? Il a rencontré la véritable justice et liberté. Ce qu'il a rencontré a une valeur si grande qu'il est prêt à assumer ses responsabilités et les conséquences. C'est là qu'on comprend qu'il s'agit d'un changement dans son être. Ce n'est pas juste apparent. Donc après une nuit très tourmentée, il se présente devant le juge. Il résume très librement le nom et le numéro de son identité qui, au début, il avait rejeté, refusé. Je suis Jean Valjean, je suis 24 601. Un autre épisode est le secours au pauvre Fauchelevent qui est renversé par un char. Valjean assiste à cette scène, il est le maire de la ville. Personne n'intervient parce que personne arrive à soulever le char. Et quand il observe cette scène, il aperçoit le regard inquisiteur de Javert qui a déjà des soupçons par rapport à son identité. Javert se rappelait très bien de la force de Valjean quand il travaillait en prison. Pourtant, Valjean n'a pas d'hésitation. Il ne s'arrête pas à penser et il intervient. La musique qui accompagne la scène est la même qu'il y avait au début dans les scènes où Valjean travaillait. Et il y a une signification qui émerge. La force violente extraordinaire du début, qui était la force de la haine, s'est transformée dans la force encore plus grande de l'amour qui se donne de façon démesurée. Et quand Javert tombe dans ses mains, Valjean est confronté à l'alternative entre 2 libertés. La liberté du monde qui lui
suggère de se libérer de Valjean, de le tuer, ou la liberté de la gratuité et du sacrifice. Et il choisit la deuxième. D'un certain point de vue, comme le disait déjà Luca, l'aspect le plus important réside dans son choix de renoncer à Cosette, qu'il considérait sa fille. Cosette était le symbole de tout ce qu'il avait. Le choix de renoncer à Cosette et de la laisser à l'amour de Marius est un sommet vertigineux et il risque sa vie pour sauver Marius et donc il restera seul et il le sait. Il restera vidé de tout ce qu'il a, en misérable comme il était au début. Mais c'est clair, quelque chose s'est passé en lui. Il a vécu quelque chose qui a transformé complètement sa vie. Il y a un projet qui va au-delà des choses qu'il possède. Je voudrais conclure avec un dernier passage à propos d'une des scènes finales. Les tourments de Javert avant son suicide. Une scène extraordinaire. Là aussi, il y a un lien musical avec les tourments de la nuit de Valjean qui décide de céder à l'amour qu'il a reçu. Dans cette scène, on voit très bien comment l'expérience de la miséricorde reçue n'élimine pas le drame de la liberté, il l'amplifie. Accepter la gratuité signifie reconnaître une dépendance. Il y a un passage auquel je tiens beaucoup dans un livre de Don Giussani, La Trattiva Gesù, où Don Giussani dit que le point culminant de l'amour est accepter d'être pardonné, parce que ça pique notre orgueil et notre présomption. Et c'est vrai. En effet, on voudrait être aimé pour notre valeur. Mais si tu veux être aimé pour ta valeur, tu n'aimes pas l'autre. Tu aimes toi-même, c'est tout. C'est peut-être cela le problème de l'homme moderne. Le refus de la dépendance. Valjean et Javert sont confrontés à la même gratuité. Le premier accepte cette gratuité comme accomplissement de soi. L'autre rejette cette gratuité. Il ne peut pas éviter pourtant de reconnaître une justice plus grande, l'injustice de son ennemi, de l'ennemi de toute sa vie. Et donc, il doit le laisser partir. Il n'arrive pas à l'accepter. Javert est un personnage tragique, d'une grandeur tragique. Il reconnaît en Dieu qu'il identifie dans un ordre parfait et son cohérence sans faille et il a une cohérence sans faille dans cet ordre établi. Une cohérence par rapport à cet ordre établi qui représente Dieu. Voilà ce qu'est la foi pour Javert. Mais dans cela, il n'y a pas d'amour, parce que l'amour est un amour blessé, plein de blessures. Donc quand il rencontre Valjean, alors qu'il est en train de sauver Marius, Javert a finalement l'opportunité de gagner sa bataille. Pourtant, il hésite. Il y a quelque chose qui le retient. Valjean s'éloigne avec Marius sur son dos et Javert le laisse partir. Mais il n'arrive pas à soutenir la brèche, à supporter la brèche qui s'est ouverte dans son cœur de pierre. Son monde éclate en morceaux. Il se suicide. Valjean l'emporte. Mais non, mais pas tant parce qu'il gagne son défi contre Javert.
C'est l'homme qui a connu la charité qui l'importe. C'est l'homme qui en a fait l'objet et qui a misé toute sa vie sur ça. C'est lui qui l'emporte, c'est l'homme qui accepte de dépendre de ce regard, qui est capable de rendre l'homme libre. Merci. Et voilà ce que c'est le bonheur. Grazie David. Merci David. Je savais que j'avais eu une bonne idée en t'invitant. J'aimerais conclure avec une annonce que je suis heureux de vous donner. Ce qui fait du meeting un événement unique, c'est qu'il est totalement gratuit. Exactement comme le pardon. Le parking, les expositions, tout est offert à ceux qui vivent la semaine du meeting et à ceux qui le suivent chez eux et dans toutes les parties du monde. Et vous savez ce qui rend possible cette gratuité totale? Le fait que le meeting est le fruit de la contribution de chacun d'entre nous, les volontaires, les bénévoles, les donateurs, les réalisateurs des expositions, les artistes. Et donc je suis extrêmement heureux, particulièrement parce que j'ai vu qu'il y a des expositions comme celle sur mai 68, faites par des jeunes de 20 ans. Donc pour moi, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. La rencontre avec Franco Bonisoldi à ce sujet a été extraordinaire. Et y compris les visiteurs. Chacun offre au meeting quelque chose de lui-même, son temps, ses énergies, son argent, ses talents. Cette année encore, on peut contribuer à la construction du meeting à travers des donations. À ce propos, vous trouverez tout au long du parc des expositions des stands avec un cœur rouge où il y a écrit Dona Ora. Et vous ne faites les dons qu'aux stands qui sont consacrés et où vous voyez les jeunes avec un t-shirt de couleur violette où il y a écrit Dona Ora.